Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Je buvais pour noyer ma peine, mais cette garce a appris à nager. Frida Kahlo. C'était la réflexion du jour, la citation du jour. Merci d'être avec nous pour ce Loft Music qu'on est heureux de vous présenter sur Sud Radio toutes les semaines. Voilà, les invités sont impatients, ils commencent à parler avant que je leur donne la parole. Mais c'est bien parce que voilà, ça crée une spontanéité comme ça, d'être autour de cette table sans se connaître et de venir d'horizons différents. C'est le cas aujourd'hui avec à côté de nous, à côté de moi, voilà, celle qui présente son 7e album qu'elle a coécrit, partagé. C'est une belle aventure humaine entre Benjamin Biolay et elle pour ce 7e album. Elle s'appelle Jeanne Chéral. 5 ou 6 années de presque rien. Âge imbécile, âge désespéré. Jeanne, merci d'être avec nous, Jeanne. Merci. Pour cet album précisément qui s'appelle Jeanne. Parce que c'est tout à fait toi, c'est un album qui te colle à la peau, si je puis dire, et tu n'as pas hésité pour trouver le titre de l'album. J'ai pas été chercher bien loin. T'as pas été chercher bien loin. Et on est ravis de te recevoir pour ça. Tu avais fait, il y a quoi, en 2019, le dernier album studio qui s'appelait L'An 40, c'est ça? Il n'y a pas eu entre-temps. Mais si tu t'es adonné quand même un exercice d'écriture en prose, sur je suis devenu terre à 5 ans, je suis devenu terre à terre. Ça, c'était quoi? Un recueil de poèmes? Ouais, c'est un recueil de mes mots préférés. C'est un genre de glossaire qui est sorti, que j'ai terminé pendant les confinements. C'était une bonne activité de confinement. Exactement. Il a dû sortir en 2021, peut-être, je crois. D'accord. Et tu vas nous parler en tout cas de cette actualité qui te conduira le 2 décembre prochain, 2025, à l'Olympia. Et c'est à Paris, l'Olympia. C'est pas dans le sud-ouest. Il y a quelques concerts avant quand même. Évidemment. Mais ça, c'est on va dire le phare de la tournée, en tout cas un des phares de la tournée. Un des climax. Absolument. Nous sommes également en compagnie d'un pianiste américain qui nous propose de revisiter l'œuvre de Jean-Sébastien Bach en mode afro. Et il s'appelle Joachim Horsley. Alors là, il se trouve que c'est pas Bach qu'on entend, mais Beethoven, la 7e symphonie de Beethoven, qui, bonjour Joachim. Bonjour. Qui t'a permis, et merci à Claudia d'être la traductrice, vu que mon anglais est assez médiocre, voilà, et qui t'a permis, ce même extrait comme ça, d'avoir une exposition auprès du public que tu n'attendais pas en fait, en faisant cette reprise de Beethoven en afro. Il y a eu un nombre de vues et de gens qui t'ont découvert assez incalculable. Claudia, il y a beaucoup de monde. ça va être un peu long la traduction, mais on va s'en sortir. Yes, it was a beautiful surprise, and in France in particular, I was really well received, and I'm very grateful to be here because it seems the French really do like this mix, and it's something I've been. It's a project I've been wanting to do my whole life. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Oui, c'est ça. I work as a film composer, and parce que je suis 2015, compositeur de films. I had a bit of an artistic crisis where 15, j'avais une crise artistique. I thought I really had to get back to what I absolutely loved. Il fallait retourner sur ce que j'aime vraiment, et je suis allé à Cuba, avec des drummers, et j'ai entendu de la musique que j'ai aimée pendant toute ma vie, et comme ça j'ai décidé d'initier ce projet, et c'était vraiment un test pour voir si ça marche. Mais ça marche en fait, ça marcherait bien parce que voilà, on peut jouer cette musique si riche de Beethoven ou de Bach de tellement de manières. En fait, on y donne une autre approche, un autre angle, une autre vue. Mais la musique est tellement merveilleuse que voilà, elle permet toutes les approches possibles. C'est très intéressant, on va en parler avec toi. Jeanne Chéral, cet album dont on parle, qui vient de cette complicité que tu as avec Benjamin Biolay depuis pas mal de temps. En 2009, vous aviez déjà partagé une aventure artistique. Et là, voilà, il te lance un défi finalement, Benjamin, qui est ton ami et ton chanteur préféré, que tu m'as dit. C'est vrai. Il te lance un défi, il te dit, non, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et toi, t'as dit, je sais pas, fais des chansons. C'est un peu ça l'idée.
Oui, il a eu cette générosité de me pousser à refaire un album. J'étais dans une tournée piano-voix où je reprenais des bandes originales de films, justement, pour faire un lien avec Joachim. Oui. Qui s'appelait Cinéma, c'est ça? Voilà, une tournée cinéma, tout simplement. Tu t'es amené à l'étranger, d'ailleurs, tournée internationale. Oui, j'ai joué à New York, j'ai joué à Los Angeles. C'est terrible. À Minneapolis. J'adore. Et on s'est retrouvés justement dans un festival de cinéma avec Benjamin à Cabourg, festival du film romantique. Et ce soir-là, autour du piano, enfin voilà, dans la soirée qui se prolongeait, Benjamin m'a dit mais bon, ça va 5 minutes là, tes bandes originales, refais un album et je le réalise. Surtout, c'est ça qui m'a donné vraiment, qui m'a boosté, ouais. Mais oui, t'avais déjà des chansons ou tu partais de zéro? Non, rien. C'est vraiment lui c'est ma muse. Mais oui, j'adore. C'est la muse, violer la muse. On peut le lire de plein de manières différentes. On va t'écouter sur un extrait, le premier extrait de cet album qui s'appelle Jean, qui est voilà l'espèce de déclaration d'une fan, en tout cas voilà à quelqu'un qui hante ses nuits, voilà, et qui est dans le fantasme en fait. Ça s'appelle Jean. C'est bien écrit. La plume de Jeanne Chéral va vous séduire à nouveau. On est sous le signe du piano aujourd'hui parce que on aura Pascal Gallet qui nous proposera de redécouvrir un chef-d'œuvre intemporel, Pierre et le loup de Prokofiev, à la fin de cette émission. Pour l'instant, c'est l'extrait de cet album de Jeanne Chéral, le titre Jean. J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. J'en ai connu des plus forts que vous, Jean. J'en ai connu des plus beaux que vous, Jean. J'en ai connu mais ils n'étaient pas vous. J'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. J'entends d'ici votre rire d'argent qui sentit idyllique et charmant. Évidemment. Dans les salles capitonnées, vous ne cessez de m'étonner, j'en ai assez de vous voir tout donner. J'emporterai sur l'île déserte, le dessin de votre silhouette, tracerai les contours dans ma tête. J'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. J'entends d'ici votre rire d'argent qui sentit idyllique et changeant. Et oui, Jean. De tout ça vous ne savez rien, terre ici comme un petit chien, mon secret tout au fond du jardin. Est-ce la ligne de votre cul, ou vos yeux qui m'ont convaincu, que la vie vaut d'être vécue?
Extrait de Jean par Jeanne Chéral et la réalisation et les arrangements de Benjamin Biolay. La tournée, on le disait tout à l'heure, passera par l'Olympia, certes, le 2 décembre, mais également par Nantes le 13 avril, Bourges le 18, etc., etc. 2 dates au Théâtre des Abbesses, les 27 et 28 mai. Et Lunel Viel, un piano sous les arbres, c'est où ça? C'est le 23 août 2025. Lunel Viel. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Je dis aussi Paroles et musique à Saint-Étienne le 19 mai. Ah, oui. Et je dis aussi la Barcarolle à Saint-Omer le 21 mai. J'irai partout, partout. Voilà, où on t'appellera. Joachim Orsley est également en tournée. Il est avec nous sur Sud Radio cet après-midi. On revient juste après ça. Ne bougez pas. J'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. J'entends d'ici votre rire d'argent qui sont idylliques et changeants. Et oui, Jean. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Avec Jeanne Chéral, avec Joachim Orsley. Jeanne Chéral qui est en pleine tournée pour son nouvel album. Jeanne, qui était récemment à Nantes et à Bourges et qui sera à Villiers-sur-Marne, à l'espace Jean Moulin, par exemple, le 3 mai. Merci d'être avec nous, Joachim Orsley. Et là également, on est sous le signe du piano, je le disais, puisque l'instrument de prédilection que tu as travaillé, Jeanne, c'est le piano. Qui arrive à quel moment dans ta vie, finalement, ce piano? Et tu fais la connaissance du piano comment? À l'adolescence, vers 12-13 ans à peu près, où j'avais envie de m'accompagner en reprenant Starmania, en reprenant les Beatles. C'est l'envie de chanter, d'être accompagné, c'est l'acte de chanter qui était même avant le piano? Pour toi, tu avais envie de chanter et le piano est un accompagnement, c'est tout? Ou c'est vraiment une histoire d'amour avec le piano avant? Bon, je pense que c'est un tout. J'avais cette impulsion d'être chanteuse au piano, quoi. C'était ça qui m'attirait. Et quels étaient tes modèles à l'époque alors? Dans ces gens qui pratiquaient déjà ça, j'imagine. Véronique Sanson peut-être, je ne sais pas. Non, Véronique Sanson, je l'ai écoutée assez tard, vraiment adulte. Non, quand j'étais ado, la chanteuse que j'adorais, c'était Patricia Cass, tu vois, par exemple. Ah, oui. Son album Je te dis vous, pour moi, c'était... j'adorais ça. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et là, tu travailles le piano de façon classique. Comment tu le travailles vraiment? Ou il est un accompagnateur uniquement, voilà, qu'on néglige quelquefois un peu? J'ai travaillé le piano, enfin disons travaillé, en tout cas je suis très autodidacte au piano et j'ai vraiment appris en faisant, quoi. Je remercie Claudia qui traduit mes propos pour qu'on reste, bien connecté avec Joachim Orsley, c'est très sympa. Merci. En plus, on parle de quelque chose sur lequel tu vas répondre, Joachim, parce qu'on va voir ton expérience à toi par rapport au piano, qui peut être, je sais plus ce que tu disais, Jeanne. Oui, je disais que... par rapport à Joachim, qui a certainement une hyper solide formation au piano, moi je suis totalement autodidacte. On va lui demander, Joachim, la formation de Joachim, quelle est ta formation au piano? Très solide, on imagine, mais est-ce qu'elle est beaucoup sur l'écoute ou beaucoup sur la pratique et sur l'étude? I studied mostly classical music as a child. Claudia. J'ai appris musique classique quand j'étais enfant. Oui. And then when I was a teenager, I played mostly jazz. Comme adolescent, j'ai commencé avec le jazz. And then in my 20s, I played mostly rock. Après, je suis appris au rock quand j'avais 20 ans. So I think I have really 3 personalities in my piano playing. J'ai 3 personnalités dans mon apprentissage de piano. Oui. And the music I choose, I try to make it as dynamic as possible. That is, j'essaie toujours de la faire le plus dynamique possible. Incredible range that you can go to. Parce que le classique te donne une amplitude de style et de... Ça veut dire qu'il a vraiment travaillé, comme on dit, ses gammes. Il a été dans une technique assez classique, d'études musicales. C'est laborieux, quoi. On y va, on fait les gammes tous les jours, on joue du piano 6 heures par jour. Enfin, c'est très... ce qu'a fait Jeanne, mais moins longtemps, en fait. Yes, well, my mother is a piano player. Maman est pianiste, ça explique. Compris, d'accord, c'est vraiment... But really, it
was my older brother who played piano. Ah, tout le monde joue du piano. Mon frère aîné qui était pianiste. My mother was kind of this only classical person, and so I studied. Était exclusivement classique. I had a very strict j'avais une éducation très sévère. Dès qu'elle a laissé la chambre, j'ai commencé avec l'autre style. Ouais, j'adore. Okay. Il y a toujours cette transmission qui est assez présente, évidemment. Les parents, souvent, transmettent l'amour, la passion ou simplement l'intérêt pour la musique. Et papa, maman aussi ont transmis ça chez toi, Jeanne? Ils écoutaient quoi, par exemple, à la maison? Oh, mes parents, ils écoutaient beaucoup de chansons françaises. Ma mère était très branchée. Elle a toujours adoré Souchon. Elle écoutait beaucoup François Béranger. Oui. Et j'ai un souvenir le dimanche d'avoir écouté en boucle, en tournant autour de la table, le Boléro de Ravel. Le Boléro de Ravel. Mais t'écoutais, tu nous as confié quand même que t'écoutais aussi ça, Jeanne, rappelle-toi. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Ah oui. Mais oui. Ah mais alors ça, j'écoutais pas forcément cette version, mais mon père la chantait tout le temps. Et je pensais que c'était mon père qui l'avait inventée. Ah ben oui, mon père ce héros. Voilà, qui s'appelait Michel d'ailleurs. Ah ben voilà. Et c'est Madeleine de Proust, les chansons comme ça. Il te revient quelle image là quand tu entends le Loréchère par exemple? T'es où? Je suis dans la voiture avec mon père derrière dans la R9. La R9, la musique à bloc? Non, c'est lui qui chante, c'est lui qui chante. Ah, c'est lui qui chante sur... Ouais. Ah ouais, j'adore. A cappella. Oui. Alors quand on te propose d'écouter une chanson d'amour, enfin de nous donner le titre d'une chanson d'amour, tu cites, Jeanne Chéral, ceci. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi. Étienne Dao. Une planète invisible. Bon, c'est la plus belle. Ouverture, oui. Où la pudeur du cœur impose le respect. La confiance sereine. Bon, j'ai dû l'écouter 1000 fois, je pense. Le grand Étienne Dao. Pourquoi c'est la plus belle chanson d'amour? On a tellement de choix. Qu'est-ce qu'elle provoque chez toi en particulier, celle-là? C'est lié à un moment de ta vie? Ou c'est vraiment la chanson elle-même qui te bouleverse? Sa facture? C'est à la fois lié à un souvenir et aussi, c'est la facture, c'est la compo, la manière dont il parle de l'instant de la rencontre, c'est tellement magique. Je l'ai vu à Bercy, là, il y a 2 ans, je crois, ou un an et demi, quand il a chanté ça, mais j'étais hors sol. Je le comprends tellement, bien sûr. C'est magnifique. Cet album que tu écris, quand on le disait tout à l'heure, Violet te dit, ben vas-y, mets-toi au travail, si je puis dire. C'est un vrai challenge parce qu'on se dit faire un album comme ça quand on part de zéro, c'est même un peu limite angoissant. C'est toujours ça, faire un album, c'est toujours partir de zéro. On a toujours quand même des petits bouts de quelque chose qu'on a amassé au fil des albums précédents quand même. Ah ouais, mais moi j'arrive pas à fonctionner comme ça. Non. Tu remets tout à zéro vraiment quoi. Tout le temps. T'as pas une petite idée qui traîne, un truc qui dit tiens je vais l'adapter là pour le prochain, non? Non, c'est très rare que je fasse ça. Parce qu'il faut que ce soit lié à l'instant, enfin à l'époque, au moment où tu commences à écrire. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Un album, c'est tellement... tu disais tout à l'heure... ouais, c'est ça. C'est un portrait, un instantané. Ouais. Et je pratique pas tellement le recyclage de choses, tu vois, que j'ai en général, si c'est dans un tiroir, ça y reste, quoi. C'est bête. Hein. C'est marrant parce que Souchon, j'en parlais avec Souchon, et lui, il a des trucs qui traînent pendant des dizaines d'années quasiment, et qui rouvre dans les tiroirs, et il repart sur un truc, une idée de phrase. Il y a autant de méthodes que de personnes. Évidemment. Il y a finalement un axe quand même, quand on commence à écrire un album, qu'on a en tête, on dit que l'album, globalement, va parler de telle ou telle chose, où on part chanson par chanson, et on constate le tout que ça représente à la fin. Ouais, en tout cas, moi, je suis partie vraiment chanson par chanson. Mais quand j'ai écrit la chanson qu'on a entendue, Les gens, j'ai senti que ça donnait un ton quand même, que j'avais envie de m'amuser à fond. Tu as raison. Ouais, ça donnait le ton général du disque. Ouais. Et ça donne par exemple ceci, cet album de Jeanne Chéral. Je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu-vert du lagon, immobile, les routes des vallées dans les matins d'avril. L'introduction, l'ouverture de cet album. Il y a également dans cet album de Jeanne Chéral, Jeanne, la maman et la putain. La maman et la putain refaisaient les mêmes gestes, finissaient les mêmes restes quand l'enfant n'avait plus faim. Elles allaient par les chemins, maquillaient leurs lèvres fines, enfilaient le même jean et s'envoyaient le même vin. La maman et la putain. Deux visages d'une seule femme qui
voilà, qui avance avec ce côté chaloupé, ce côté voilà un petit peu lancinant, et cette façon de le souligner musicalement qui correspond totalement à la thématique. Et puis aussi cette voix qui est finalement une voix très spontanée, à tel point que quand j'ai lu sur la bio qu'elle a été faite, c'est quasiment des premières prises à chaque fois, ou des premières intentions. C'est vrai, ouais, t'as raison, c'est assez nouveau pour moi, mais effectivement les prises de voix, Benjamin a eu la grande intelligence de jamais sacraliser le moment où j'allais chanter. À chaque fois il me disait bon là on avance sur l'arrangement, tu me fais une petite voix témoin. Quand on fait une voix témoin, c'est la voix brouillon, quoi. Il est malin parce qu'il a compris que c'est celle-là qu'on allait garder, quoi, souvent. Sans me le dire, et peut-être sans souligner ça, mais effectivement, j'étais tellement dans un lâcher-prise et une souplesse que souvent on a gardé ces premières voix qui étaient très lâchées, très libres. Ouais. Et qui donnent cette ambiance générale. C'est ça le talent aussi d'un réalisateur, c'est d'arriver à capter cette intention-là et l'envelopper dans un bel arrangement. C'est ce qui se passe dans cet album. Oui. Hein, on est bien d'accord. On a écouté beaucoup de musique ensemble. Là, pour La Maman et la Putain, on avait une sorte de référence ultime, c'était Harry Connick Jr. On a pas mal écouté des morceaux d'Harry Connick Jr. Encore un pianiste d'ailleurs, Harry Connick. Oui. Encore un pianiste, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Pas forcément pour atteindre quelque chose, mais pour être dans un mood. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait avant d'être en studio, tu vois. On a écouté plein de trucs, et une fois en studio, on n'écoutait que mes chansons. Et dans la thématique aussi, finalement, il y a cette distance, finalement, par rapport au temps qui passe. Il y a quelque chose d'assez apaisé, en fait, dans la voix, dans les arrangements de Benjamin. Quelque chose de posé, beaucoup de distance, en fait. Ça, c'est quelque chose que tu as constaté, en fait, certainement à la fin de l'album, qui t'a même peut-être étonné, je ne sais pas. Oui, parce que c'est très différent de mon album précédent. Enfin, je suis ailleurs, quoi. Ça va bien. Et tu es bien, reste ailleurs parce que ça va très bien, justement. Jeanne Chéral est avec nous dans ce Loft Music. Nous sommes également en compagnie de Joachim Horsley pour sa revisite de Bach en afro. Et nous revenons juste après ça. L'air de la mer, ou juste du cul, ou cet air sévère que soudain t'avais plu. Tous les deux, seuls dans la maison des vacances, désertés de tous ses occupants. Pourquoi a-t-il fallu que ça recommence ? Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Joachim Horsley, qui reçoit Jeanne Chéral. Jeanne Chéral pour son 7e album et ton concert est en tournée un petit peu partout. La prochaine, ce sera à Villiers-sur-Marne, à l'espace Jean Moulin. Il y aura l'Olympia le 2 décembre prochain. Elle nous parle de son nouvel album Jeanne, qu'elle a, en tout cas, qui est réalisé et arrangé, parce que les chansons sont écrites par Jeanne Chéral, mais réalisé et arrangé par Benjamin Biolay. Dans cette complicité qui vous unit depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Et d'ailleurs, vous avez fait un clin d'œil à cette historique, si je peux dire, d'amitié, sur un des titres dont on va écouter un extrait tout à l'heure. Il y a dans cet album, je le disais, Rodrigue, il y a La Maman et la Putain, il y a également La vie est trop courte, Jeanne Chéral. La vie est trop courte pour la vivre à demi, devenir son propre ennemi. Et ce remède, je l'ai pris, j'ai commencé un jeudi. La boîte posée près du lit, pilule blanche si jolie. C'est un talent quand même extraordinaire. Enfin, ton talent évidemment n'est plus à démontrer, mais le talent de Biolay dans cette réalisation et sur ce disque, il est assez étonnant. Enfin, il est vraiment présent dans l'écoute, dans la façon de mettre en avant le piano juste au bon endroit, j'allais dire, où le piano attaque souvent les chansons, d'avoir en même temps des alternances entre des choses très lyriques, enfin des toutis d'instruments, de corps. Il a totalement sublimé les chansons que je lui ai envoyées en piano-voix enregistrées sur mon téléphone. Enfin, vraiment, c'est bluffant totalement, quoi. Et puis en même temps, cette confidence, cette proximité, et puis quelquefois ce lyrisme dont je parlais, c'est vraiment... ça ne m'étonne pas que tu l'aies appelée Jeanne, parce que je t'imagine comme ça, dans cette capacité de explosive et en même temps très intime. Très intime. C'est tout toi en fait, ça. Ouais, c'est vrai. On est bien d'accord. Il est également foutu dans cet album. Si on m'avait dit qu'un jour je m'oublierais sous les muscles tendus d'un animal, que je le bénirais. Dans cet album Jeanne de Jeanne Chéral, il y a également Faut plus qu'on se revoie. Faut plus qu'on se revoie.
Depuis l'été dernier, je ne pense plus qu'à ça, à cet après-midi du mois de juillet, quand les eaux tranquilles se sont réveillées. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui t'a pris. Je n'ai rien vu venir, je m'y attendais plus. Était-ce l'air de la mer, ou juste du cul, ou cet air sévère que soudain... Faut plus qu'on se revoie, qui fait écho. Qui a eu l'idée de cette réponse à Faut qu'on se revoie en 2019 Alors c'était Brandt Rhapsody en 2009. Oui, voilà. C'est ça, Brandt Rhapsody. Tu as tout faux. Oui, j'ai tout faux. Je repars. Brandt Rhapsody, où il y avait cet échange façon SMS et post-it, quoi. Mais en fait, on s'est même pas posé la question. C'était évident qu'on allait écrire une réponse 15 ans après. 15 ans après. C'était acquis que si on travaillait ensemble, on ferait Brandt Rhapsody 2, quoi. Et donc alors, ça s'appelle Faut plus qu'on se revoie. Brandt Rhapsody 1, donc c'est le couple, voilà, qui c'est la rencontre, et puis sa merde après, c'est la rupture. Oui, c'est la rupture. Et puis là, Faut qu'on se revoie Brandt Rhapsody 2, c'est le retour de flamme. On replonge. Ouais, on remet ça, on remet le couvert. On remet le couvert, absolument, c'est ça. Et c'est le duo évidemment avec Benjamin Biolay et Jeanne Chéral. Et puis il y a dans cet album également Sous les toits. La lune est en feu dans le ciel de minuit. Quelqu'un dans le village a crié dans la nuit. D'où vient cette voix qui résonne au lointain? On ne sait pas bien. La lune est en feu comme un grand incendie. Pourtant tout le village est resté dans son lit. Ce qui arrive sous les autres toits ne nous regarde pas. Là sous les toits, pas de vigile sous les toits, pas de limite sous les toits, pas de police sous les toits. Jeanne Chéral dans le loft avec ce nouvel album. Jeanne, elle est en tournée, notamment le 2 décembre à l'Olympia de Paris, dans cet acte, comment dirais-je, cette chanson populaire, cette tradition française de la chanson, où le texte a vraiment une place primordiale dans cet héritage qui est le nôtre en France de la belle écriture, de la littérature, en tout cas, et de cette façon de jouer avec les mots et de faire d'ailleurs quelque chose que tu écris. Pardon, je reviens un peu sur Jeanne Chéral. Ça me fait penser à Nougaro qui disait qu'il pratiquait le cinémo, c'est-à-dire vraiment quelque chose le mot qui donne l'image en fait, qui pratique. On écrit une chanson comme un petit scénario. C'est quelque chose aussi, toi, il y a un côté très cinématographique dans ton écriture, Jeanne Chéral. Oui, je crois, oui, cinématographique, et je fonctionne beaucoup par image, ouais, effectivement. Tu visualises, c'est-à-dire comment tu veux dire par image? C'est toi qui tu vois, par exemple, on écoutait un extrait de La Maman et la Putain tout à l'heure, ouais. Cette chanson, elle est vraiment partie du miroir entre le mot abyssal, enfin l'adjectif, et l'expression un abyssal. En fait, j'ai tout construit autour de ça, donc des fois, ça part de rien. Ouais, j'adore, voilà. J'adore. Voilà, Jeanne Chéral incarne vraiment cette chanson, cette bel ouvrage de la chanson et cette façon d'écrire très précise, très imagée, voilà, qu'elle relie avec ce piano. Lui, Joachim Horsley, il relie le piano à la musique classique de Beethoven ou de Bach. Et là, on va écouter précisément la façon que Joachim a eu de reprendre la 7e symphonie de Beethoven. Je vais y arriver, je rame un peu, mais ça va passer. Et on va écouter en live cette revisite de la 7e symphonie de Beethoven tout de suite sur Sud Radio. 1, 2, 3, 4.
Bravo Joachim Horsley, cette revisite de Beethoven, la 7e symphonie, le mouvement 2 précisément, revu par Joachim Horsley dans ce cadre de ce projet qui t'amène aujourd'hui à revisiter Bach, et on va en reparler juste après ça dans le Loft sur Sud Radio. Ne bougez pas, nous revenons. Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Jean, dans les salles capitonnées, Jean, vous ne cessez. Un Loft qui reçoit Jeanne Chéral. Jean est l'extrait de son nouvel album Jeanne qui est sorti le 4 avril dernier et qui conduit Jeanne en tournée un petit peu partout. Vous allez sur son site officiel sur les réseaux sociaux pour voir la longue liste de villes qu'elle va visiter ou revisiter depuis le temps que tu fais quelques tournées. Jeanne, tu connais les bons restos, les bonnes autoroutes et les bonnes aires de repos. Je connais toutes les sous-préfectures de France. Les sous-préfectures. Les jolies salles, ouais. La Bouche d'Air à Anne, à Nantes, qui a vu tes débuts. Tu es nantaise. Ouais, je suis nantaise. Tu retournes, j'imagine, à Nantes d'ailleurs, là, jouer sur cette tournée. J'y étais il y a quelques jours. Mec, il n'y a pas de chance, c'est comme ça la vie. Et tu vas aller d'ailleurs voir Joachim Horsley en concert, parce que j'ai entendu que voilà, tu aimerais bien aller le voir sur scène. Ah, j'aimerais beaucoup. Enfin, en entendant la 7e symphonie de Beethoven réinterprétée avec tellement de maestria et de fantaisie, ça m'a vraiment donné envie de voir ça en live. Mais oui, tu as bien raison. Et la maestria et la fantaisie sera présente dans quelques secondes aussi dans cette émission avec Pascal Gallet, notre maestro, qui nous propose de redécouvrir un chef-d'œuvre intemporel, Pierre et le loup de Serge Prokofiev, tout à l'heure en fin d'émission sur Sud Radio. L'album Afro-Bach de Joachim Horsley, qui est une trilogie d'ailleurs, hein, c'est le 3e volet de cette trilogie qui relie la musique classique et l'afro, en fait, le latin. C'est même réducteur, afro, c'est le latin en fait, en général, quoi. Il y a plein de rythmes différents, de salsa, de cumbia, etc., etc. Et on va écouter quelques extraits. Par exemple, il y a cette African Partita. Danser sur Jean-Sébastien Bach, c'était improbable au départ en tout cas. Mais là, il y a vraiment ce côté dansant en plus, qui est très présent dans l'album. C'est vrai, il y a un truc très dansant, quoi, qui Yes. I mean, well, the thing is, this was an opportunity for me to take some of my favorite rhythms from all around the world and connect them to, que j'avais Bach was really the tout le Shakespeare of monde music, right? Bach était le Shakespeare de la musique. Knows a little bit about Bach, and to connect it with all these wonderful rhythms, both arriver modern à rhythms in lier Africa, like Afrobeat and Amapiano, tous ces rythmes avec some of the la musique older, African rhythms like soukous. We hear in the African partita, that's a soukous style from Congo. Style un peu plus ancien comme du Congo, like Cuban music and merengue are also part of the mix of this whole thing. Musique cubaine, c'était un bonheur. Mais c'est surtout un très beau symbole, voilà, de pouvoir proposer cette musique de Jean-Sébastien Bach d'une autre manière, parce que c'est aussi le principe de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui vont être sensibles peut-être à Bach à travers d'abord la rythmique, d'abord cette chose tribale, j'allais dire, très physique, et d'accéder à Bach par ce biais-là, c'est vachement intéressant, je crois, Jeanne. Ah, je trouve ça magnifique, hyper riche. C'est très riche. C'est très beau. Il y a également, par exemple, dans cet album Afro-Bach, ceci. Et puis ça groove sévère. Merci. Il y a également Bach Bougalou. Vous reconnaissez le thème là? Vas-y, laisse un petit peu. Il y a également Bach en cumbia.
Joachim Horsley. Est-ce que selon toi, tous les compositeurs pourraient être repris avec autant de pertinence, j'allais dire, en jazz? Ou est-ce qu'il y a des répertoires, peut-être? Est-ce que Mozart, par exemple, pourrait être repris en cubain ou en afro? Selon toi? Okay. Yes, absolutely. You could. Absolument. Oui, absolument. You can always try. I mean, for me, on peut toujours essayer. I find that the composers from the time of Bach and Mozart les and Beethoven, compositeurs de l'époque de Bach et Beethoven, they were relatively rhythmically simple compared to avaient des rythmes assez simples. Mais si on pense à Stravinsky, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Nous avons oublié que Mozart, par exemple, improvisait énormément de choses et nous l'imaginons toujours comme quelque chose qui est écrit, mais lui, il s'amusait comme ça. Ça m'amuse moi aussi de copier cette énergie qu'il avait quand il s'amusait à faire sa musique. C'était des jazzmen, finalement, aussi bien Bach que Mozart, avant l'heure, en fait, avant ce qu'on connaît du jazz américain aujourd'hui, finalement. Il y a une forme de ce qu'on appelle le jazz aujourd'hui chez Mozart et chez Bach. Yes, in a way, actually, in a broad way, you could say that all these musicians were improvisers and kind of jazz tous ces musiciens étaient des improviseurs. Et jazz as an improvisational music was actually a l'improvisation. C'était un esprit de ces compositeurs. Tout le monde a décidé d'être spontané et créatif. C'est l'amusement d'essayer les rythmes et les idées des grands maîtres. Mais on a certainement une image très fermée un petit peu de la musique classique. On la trouve un peu enfermée dans une forme d'immobilisme, etc., alors qu'elle est très libre, en fait, et qu'elle est justement basée sur ces improvisations dont on parle. On en a une image, nous, peut-être un peu rigide, alors qu'elle n'est pas du tout, la musique classique. Yeah, we do have a too rigid image of these musicians. Yes, we do. What happens is, with great respect for these composers, avec tout mon respect pour ces compositeurs, mais c'est pas un musée. Il faut les sortir du musée. Ce sont des choses vivantes et nous devons interpréter. C'est ma forme de respect à payer à ces grands maîtres. Et je pense que le monde classique est fermé et il faut lui donner une possibilité de sortir de ce monde. Et c'est ce que tu fais avec cet album Afro Bach. Joachim Horsley, merci d'être passé dans le Loft Music. Merci mille fois. Merci Claudia de t'être adonnée à cet exercice de la traduction que tu as fait merveilleusement bien. Merci beaucoup d'être passé. Dans quelques secondes, nous allons voir Pascal Gallet. On saluera et on remerciera Jeanne juste après. Pascal Gallet qui nous revisite le chef-d'œuvre justement de Pierre et le Loup de Prokofiev. Sud Radio. Tout est classique, Pascal Gallet. Bonjour à tous, bonjour cher Yvan, bienvenue dans Tout est classique. La musique que vous entendez actuellement est un extrait de la première partie du conte musical Pierre et le Loup du compositeur Serge Prokofiev. Ce conte est écrit pour les enfants et les plus grands et a été composé en 1936. Souvenez-vous de l'immense comédien Gérard Philippe qui lisait l'histoire de Pierre et le Loup. Serge Prokofiev était un compositeur de musique classique et grand pianiste russe de la fin du 19e et milieu du 20e siècle. Il aura composé des symphonies, de la musique pour piano et 5 concertos pour piano et orchestre, des opéras, des ballets entre autres. Il décédera le même jour que Staline, le 5 mars 1953. Cet immense artiste aura su aussi, pour sa famille, donner la fibre artistique à ses descendants. Figurez-vous que son petit-fils, Gabriel Prokofiev, est aussi compositeur de musique électro-pop. Eh bien, écoutons un peu de sa musique. Étonnant, vous ne trouvez pas? Le petit-fils de Serge Prokofiev, Gabriel Prokofiev. Écoutez bien les effets.
Pila, pila, pila. Revenons à Pierre et le loup de Serge Prokofiev. Ce conte musical est aussi un hommage aux animaux, car tous les animaux sont illustrés par un instrument d'orchestre avec un conteur, c'est-à-dire avec un comédien qui raconte l'histoire. En l'occurrence, aujourd'hui ce sera moi. Le texte est écrit aussi par Prokofiev. La version transcrite au piano que je vais vous jouer est de Bruno Schweyer. Elle reprend tous les instruments de la version orchestrale composée par Prokofiev. Commençons. Je me trouve désormais au piano Phoenix et vous parle en même temps. La version d'orchestre est jouée par le violon. Promenons-nous aussi. Allez. Voici le petit oiseau qui est perché sur une branche d'un grand arbre. Dans la version d'orchestre, c'est la flûte traversière qui tiendra le rôle de l'oiseau. Maintenant, le canard qui est joué par le hautbois. L'oiseau et le canard discutent ensemble. Ils vont même arriver à se disputer. Mes doigts étant toujours sur le piano Phoenix pour vous jouer le chat. C'est la clarinette qui tiendra le rôle du chat. Voici maintenant la musique du grand-père qui est jouée par le basson. Le grand-père est furieux. Mais pourquoi? Il entraîne Pierre à la maison et ferme à clé le jardin. Je vous disais, mais pourquoi? Eh bien, nous le saurons dimanche prochain dans une deuxième chronique que je consacrerai à Pierre et le loup. La poésie imaginaire et la musique étincelante de Serge Prokofiev créent le lien entre les deux arts et donnent une dimension surnaturelle à cette œuvre. Sans le génie littéraire et musical de Serge Prokofiev, ce conte musical ne serait finalement qu'une page blanche. Tout est classique. C'était Pascal Gallet qui revisitait ce Prokofiev, Pierre et le loup. Merci maestro Pascal Gallet. Merci donc à Joachim Horsley. Et puis merci à toi Jeanne Chéral avec ce nouvel album. Jeanne, la tournée est en route. Tu es déjà la prochaine date, ce sera le 3 mai, Villiers-sur-Marne, à l'espace Jean Moulin, Cahors au théâtre le 13 mai. J'en ai cité pas mal dans toute l'émission finalement. Et le 2 décembre, l'Olympia, avec ce bel album, cette aventure que tu partages avec Benjamin Biolay.
réalisé, arrangé ces jolies chansons. Merci Jeanne d'être passée nous voir. Merci Jean. À tout bientôt. Il y avait plein de monde aujourd'hui pour cette émission. Il y avait Patrick Da Silva à la prise de son. Il y avait Anthony à la réalisation de l'émission. Il y avait Enzo Ramos. Il y avait Sébastien Bellouard. Enfin voilà, soyez tous et toutes remerciés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.